Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Thomas et Simon de Training Therapy. Ils sont kinésithérapeutes du sport, également formateurs. Ils enseignent un petit peu à toute la nouvelle génération de kinés. On va dire la kiné sportive 2.0. Corrigez-moi si je me trompe, les Non, gars. mais même aux anciens, hein. Même aux anciens, On a, on a- d'accord. on a que tout le monde. Et vous avez bien raison. Je suis très content de les accueillir parce que voilà, ils représentent pour moi des gens qui ont une vision à la fois entre ce que moi j'ai pu vous enseigner pendant des années et en même temps une vision peut-être plus moderne. C'est aussi l'occasion de cette discussion. Donc un petit peu discuter à cœur ouvert sur des sujets qui vont peut-être vous intéresser, notamment les tendinopathies. Donc on va un petit peu discuter de comment moi j'ai résolu mes problèmes d'inflammation tendineuse, comment eux, ils ont résolu leurs propres problèmes et comment ils aident leur clientèle aujourd'hui, puisqu'ils ont une patientèle, c'est comme ça plutôt qu'on dit, ou Ouais, tu peux clientèle. dire les deux, hein. Tu peux Ok. dire les deux. Comment ils les aident à distance, puisqu'ils font un petit peu de suivi à distance de sportifs et de gens qui veulent se réadapter à l'effort physique et à la performance physique. Donc, messieurs, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement dans mes Pyrénées, Bah, déjà, merci à toi. On adorées. est, on est bien accueillis, c'est Eh magnifique. ben, Vous voyez, on est écoutez, sous le soleil, on a de la chance. Il fait pas trop chaud en plus, donc c'est parfait. ouais. L'air On, est bon. on L'air est s'est bon. posé la question si on tournait en intérieur ou en extérieur, mais voilà, je pense que là, on est très bien pour ce tournage. Carrément. Comment on se sort d'une tendinopathie? C'est quoi, on va dire, une tendinopathie? Bah, Avant, on parlait de tendinite. exactement. C'est intéressant, ça, déjà, cette histoire de sémantique. En fait, tu as dit le terme, hein, le bon terme, c'est tendinopathie, donc c'est pathologie du tendon, souffrance du tendon. Et tendinite, en fait, c'est inflammation du tendon, ce que ça veut dire d'un point de vue littéraire. Mhm. Sauf qu'on se rend compte aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les études scientifiques et surtout les biopsies de tendons de gens qui ont des signes de tendinite ou de tendinopathie, bah, qu'il n'y a pas forcément d'inflammation à chaque fois. Mhm. Ça arrive souvent dans la première phase, mais quand ça devient chronique, c'est pas forcément inflammatoire. Et du coup, les anti-inflammatoires ne sont pas forcément la solution. Ça peut l'être, mais pas dans tous les cas. Du coup, tendinopathie, c'est un terme qui englobe un petit peu plus tous les types de tendinopathie et de souffrance du tendon, dont la tendinite fait partie. Mais tu as aussi des tendinoses, tu as des tendinopathies réactionnelles, etc. Tu as pas mal de choses différentes et ça ne se traite pas exactement de la même manière. Et je pense qu'on en a fait tous ici les frais sur nous. Toi, tu as aussi pu aider des personnes qui avaient des tendinites. Nous, on a aidé évidemment beaucoup de patients avec des tendinopathies. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir que des fois, tu testes des trucs sur toi qui fonctionnent sur la majorité des gens, mais il y a certaines personnes qui ne répondent pas forcément à ce genre de traitement et qu'au final, il y a des guidelines directives de rééducation et de réhabilitation, mais c'est quand même très interindividuel et l'expérience de chacun est quand même assez importante là-dessus. Tu as eu quoi, toi, comme tendinite? Alors, moi, j'ai eu comme tendinite. Alors, il faut on s'accorde comment on dit. Est-ce Allez, qu'on on va dit, dire tendinite. Vous on avez dit compris, c'est tendinite? tendinopathie, mais pour que ce soit Mais plus il faut simple, que on vous va dire gardiez en tête que tendinite. c'est tendinopathie, sinon on va se faire gronder par C'est vrai. tous les kinés de la nouvelle et de l'ancienne garde. Je pense qu'ils ont compris quand même. Moi, j'ai eu tendinopathie d'insertion des ischio-jambiers, donc au niveau du bassin, donc qui était fortement lié à ma pratique des sports de combat avant. Beaucoup de coups de pied à grande vitesse, avec des grandes amplitudes, beaucoup de grands écarts et de machins dans le karaté. Et donc, de temps en temps, voilà, il y avait des départs d'inflammation au niveau des ischios. C'est quelque chose que je redoutais beaucoup parce que je mettais énormément de temps à récupérer de ça. C'est-à-dire combien de temps à peu près? À partir du moment où ça se déclenchait, tu sentais que ça devenait un peu irritable, combien de temps tu mettais pour revenir Alors, au niveau, quoi? moi, j'avais une règle qui était, dès que j'avais un départ de souffrance sur l'insertion du tendon, c'était immédiatement, je mettais tout en œuvre pour que ça disparaisse. Donc, Ok. en général, en 15 jours, c'était OK. Parce que dans le passé, j'avais eu vraiment une vraie tendinite qui s'était chronicisée. Mhm. Et là, j'avais mis, je ne sais pas, 6 mois, voire un an. J'avais gardé en fait une souffrance. Au niveau des ischios également. Ouais, exactement. Et la deuxième tendinopathie que j'ai eue, c'était au tendon d'Achille. Comme certains le savent, si vous me suivez depuis des années, j'ai une rupture en fait du mollet droit, une désinsertion des jumeaux. Et donc, une fois que j'ai réussi à récupérer de ça, ensuite derrière, c'est le tendon d'Achille qui a entre guillemets décompensé. Et donc là, pareil, c'est quelque chose qui m'a beaucoup embêté pendant quasiment un an et demi, jusqu'à ce que je décide vraiment de tout mettre en œuvre. Donc là, on en parlera juste après.
mais j'ai fait, du travail excentrique, j'ai fait du travail isométrique, j'ai mis en place tous mes trucs d'automassage, de machin, essayer de travailler sur, les couples agonistes-antagonistes, Des des releveurs des aussi. releveurs Mm. et cetera. Voilà, c'est vraiment un petit peu comme ça, mais je vous laisse parler de vos propres problématiques à vous. Alors moi, j'en ai pas eu 15 000, j'ai eu une grosse tendinopathie patellaire Mmh. quand je me suis mis au CrossFit, donc surtout à l'haltéro. Je faisais juste trop de volume d'entraînement, tout simplement. Là, c'était vraiment ça la cause, donc trop de squats avec des charges lourdes et surtout avec de la vitesse en fait. Et on se rend compte, on en parlera sûrement après, qu'au final, le truc qui stresse le plus le tendon, c'est pas forcément la charge, le poids à proprement parler, c'est surtout la vitesse, Mmh. parce que c'est lui qui est voilà, élastique et qui va emmagasiner toute l'énergie liée à l'énergie cinétique, donc à la vitesse. Et ça, c'était vraiment un gros problème. J'ai mis 2 ans à m'en sortir à peu près. C'était vraiment long, très très pénible. Et j'ai pu tester des choses assez intéressantes sur moi qui n'ont pas forcément fonctionné, des choses qui ont un peu plus fonctionné. On en parlera après. Mmh. Mais voilà, surtout le genou, moi. OK. Ouais. Et toi, Simon? Ben, moi, je suis avec 2 hommes en bonne santé, mais pour le coup, j'en ai eu plus que ça. J'ai eu 2 fois, je crois, des tendinopathies d'Achille. Une fois, c'était assez particulier, c'était dû à une chaussure que j'avais achetée sur Vinted et elle était un peu Abîmée. pliée au niveau du talon. Et à chaque fois que je la mettais, ça me grattait après. Et je me suis retrouvé avec une tendinite en fait parce que ça frottait tout simplement. Donc là, j'ai changé de chaussures tout simplement. Je les ai jetées quoi. Au bout d'un moment, Ouais. tu Bah, t'es dit: «Je non mais change». j'ai compris en fait que c'était ça le problème. J'ai pas compris direct. Donc ça, je me suis fait, j'ai une tendinopathie de la patte doigt au niveau du genou, mais on va dire consécutive à mon opération parce que je me suis fait les croisés forcément, qui a mis un terme à ma super carrière. Classique. Je connais. Et puis après, sinon, qu'est-ce que j'ai eu bah, du fait de l'opération des croisés, tu es forcément sensible au niveau des tendons rotuliens, parce que moi, ils m'ont prélevé cette partie-là. Donc, tu vis pendant 2-3 ans avec cette sensibilité rotulienne qui mime une tendinopathie finalement. Mm. Et sinon, au niveau de l'épaule aussi, épaule, coude à la muscu, quoi, au début, je suis très très raide. Un peu moins qu'avant maintenant, heureusement. Mais voilà, donc c'est assez intéressant parce que je pense qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est sur le traitement, la chose à ne pas faire, c'est anti-inflammatoire repos complet. Et pourtant, c'est ce que tout le monde pense. Je pense que si on prend une dizaine de personnes dans la rue qui n'y connaissent pas grand-chose, ils vont dire bah faut s'arrêter et il faut prendre des anti-inflammatoires. Mais comme le disait Parce que Thomas, c'est souvent les médecins qui véhiculent ça. Hein. oui, Voilà, c'est pas la faute des gens. Hein. Mmh. sûrement, mais au final, C'est pas moi qui l'ai dit, hein. non. C'est la faute des médecins, c'est eux. Bien sûr, y a pas de problème, y a pas de souci. Au final, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire et je pense que c'est ce qu'on a tous fait dans notre pratique pour pouvoir s'en sortir. Ouais. Pourquoi il faut pas s'arrêter? Pourquoi le repos, c'est pas la bonne solution? En fait, pour moi, déjà, la cause de la tendinite, c'est qu'on a une surcharge du tendon, comme on vient de le dire, et on l'a très bien compris. Trop de contraintes à un moment. Et du coup, si on arrête complètement l'activité, Je te coupe juste, trop de contraintes, soit trop vite, soit trop longtemps. C'est ça qu'il faut que ouais. les gens ils Oui, gardent c'est en ça, ouais, tête. c'est ça. Sur une période donnée, parce qu'en fait, le corps, il va pouvoir s'adapter, mais là, on ne lui a pas laissé les capacités de s'adapter. On a été trop vite ou trop fort. Et le problème, c'est que si on arrête complètement l'activité, certes, on va avoir moins mal parce qu'il y a beaucoup moins de contraintes, mais par contre, on va aussi se déconditionner musculairement. Et donc, généralement, on va avoir tendance à stopper notre activité, ça va mieux, et je vais reprendre au même niveau qu'avant. Sauf que, bah, en fait, tu reviens au même niveau de contrainte qui t'avait causé la tendinopathie, donc forcément, bon, ça va revenir. Voire souvent, tu as des niveaux de contraintes qui sont supérieurs parce que tu veux rattraper le retard que Exactement. tu as eu quand tu es sportif. Ouais, carrément. Et souvent, c'est la grosse erreur que font les gens. Ils s'arrêtent 10 jours. En 10 jours, il y a moins de sensibilité tendineuse. Et effectivement, on a envie de reprendre rapidement pour récupérer le temps perdu. Et Ça. là, on se fait encore plus mal. C'est-à-dire ça. qu'il y a une sorte de douleur qui est encore plus intense. Et donc là, on se dit, bon, je vais attendre 20 jours cette fois-ci. Et Carrément. là, Ça. vous rentrez dans un cercle Et infernal. en fait, ce qu'il faut bien, enfin moi c'est comme ça que je l'explique du moins aux personnes que je peux accompagner, c'est que le muscle, en fait, c'est l'amortisseur enfin c'est lui qui va emmagasiner normalement la contrainte. Et s'il n'est pas assez fort, bah, il va saturer et c'est le tendon qui va maintenant emmagasiner les contraintes. Sauf que le tendon, il n'est pas fait pour ça, il est juste fait pour restituer de l'énergie et être un pont entre guillemets entre l'os et le muscle. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que plus notre muscle est fort, plus il est capable de subir ces contraintes, de les encaisser, moins on aura de tendinite. Donc, finalement, l'objectif, c'est d'avoir le muscle le plus fort possible pour qu'il soit adapté aux contraintes. De toute façon, quand tu renforces ton muscle, tu renforces forcément ton tendon. Oui. Donc ça va avec. Y a pas de, tu peux pas vraiment faire de
de différence marquée, notable, sauf si tu fais de l'entraînement vraiment basé sur la vitesse, où là, musculairement, il y a moins d'impact. Par contre, il n'y a plus d'impact tendineux, comme je le disais avant. Donc c'est pour ça que la pliométrie, par exemple, et la plupart des activités sportives ne sont que pliométriques, en réalité, c'est quand même un truc qu'il faut vraiment bien doser, quoi. Faire des sauts, courir, etc., c'est très bien. On est fait pour ça, l'être humain est fait pour ça. Mais il faut bien le doser. Et souvent, on va se dire que, je sais pas, tu as une tendinopathie d'Achille, par exemple, tu te dis, bon, j'ai mal quand je cours, ok, bah, je vais commencer par courir pas beaucoup pour essayer de m'adapter. Et le pas beaucoup, ça va être 5 km. Mais 5 km, c'est déjà trop. Trop. Bah, 5 km, tu fais 180 pas par minute. Si tu mets 30 minutes, tu fais le calcul, en fait, tu as énormément d'impact. Ouais. Et ça, on le minimise beaucoup. Donc, il faut vraiment essayer de calculer. Ça reste très mathématique en réalité. Il y a aussi beaucoup de ressentis. Mais il faut doser intelligemment pour que cette contrainte elle soit adaptée aux capacités comme tu Carrément, disais. carrément. Donc il y a 3 choses sur lesquelles je voudrais qu'on statue pour le moment avant d'aller plus loin. La première des choses, on peut distinguer soit des tendinopathies qu'on va dire réactives, c'est-à-dire qu'elles vont, c'est la tendinopathie, la douleur du tendon qui va se produire juste après la séance ou le lendemain. En aigu, ouais, c'est Voilà, ça. c'est de l'aigu. Donc là, ce qu'il faut, on va éventuellement donner des guidelines pour ça. Et ensuite, il va y avoir des tendinopathies qui vont se chroniciser. Ça veut dire que ça fait plein de fois que vous essayez de vous réadapter, ça réapparaît. Et il va y avoir des structurations du tendon qui vont être différentes et donc des traitements qui potentiellement doivent être différents. Donc à partir de là, on a compris que ce qu'il faut absolument éviter, c'est de se reposer totalement. Sauf, je mets quand même un bémol, sur une tendinopathie réactive, immédiatement. Oui. Tu te fais, je sais pas, tu te fais un début d'irritabilité Oui. au tendon patellaire. Tu as mal, le lendemain matin, il ne faut pas aller se faire de l'excentrique dessus, ça n'a aucun sens. On est bien d'accord. Là, il faut optimiser ta récupération, donc bien manger, bien boire, bien dormir. Ça va être ça la base en réalité. Et bouger, mais pas mettre énormément de contraintes sur le tissu directement. Il faut attendre un délai entre 3 et 5 jours au maximum. Ça va vraiment dépendre du niveau d'irritabilité. Mais il faut quand même rester. Faut pas être bête. Aujourd'hui, c'est la course à toujours plus rapidement, etc. Ouais, moi, j'ai montré que j'étais capable de revenir en 3 mois décroisé. Ou, tu vois, il y a plein de trucs comme ça sur les réseaux sociaux actuellement. Mais ce n'est pas la réalité pour tout le monde. Donc, en fait, le repos, c'est important. C'est un repos qui va être actif, une récupération active. Voilà, c'est un repos totalement relatif où on essaye de calmer l'irritabilité pour pouvoir après justement recharger plus vite. C'est juste de la logique en soi. C'est comme si tu as fait une grosse séance de jambes, par exemple. Le lendemain, bah, tu ne refais pas une grosse séance de jambes pour faire de la récup active, ça n'a pas de sens. Par contre, tu vas marcher, tu peux faire un petit peu de vélo, etc. Mais tu ne vas pas faire une grosse intensité dessus. C'est juste ça. C'est le seul moment où on peut potentiellement accepter le repos relatif, encore une fois. Ok. Donc, est-ce que par exemple, moi j'aurais tendance à suggérer aux gens, mais parce que certains diront que je suis biaisé là-dessus, par exemple, d'accentuer le travail d'automassage de l'ensemble, par exemple, Ça, c'est OK. du membre, sans forcément travailler sur la zone qui est irritée. Alors, de toute façon, un tendon, en termes de massage, masser le tendon, personnellement, hein, c'est mon avis, c'est pas forcément pertinent parce que le tendon, il aime pas trop la friction-compression. Lui, ce qu'il aime, c'est l'étirement. Il s'adapte surtout à l'étirement. Pour ceux qui sont vraiment intéressés là-dessus, vous pouvez regarder tous les travaux sur la mécanotransduction. C'est scientifiquement très intéressant. On va pas rentrer dans les détails, mais chaque tissu répond à un type de contrainte en particulier. Le tendon, il répond très bien à l'étirement et à la contraction, donc en réalité à l'excentrique, pour faire simple. Et il aime pas trop la friction. C'est pas trop fait pour ça. Donc je t'avoue que les automassages directs, de toute façon, c'est très désagréable. Tu t'automasses vraiment le tendon d'Achille sur la partie basse, c'est très désagréable. Mais sur le corps musculaire, aucun problème, au contraire. En fait, pour moi, ce que j'explique aussi, c'est qu'il ne faut pas voir juste le muscle et le tendon. C'est vraiment le membre dans son entièreté. Si le tendon il subit à ce moment-là, c'est peut-être qu'il y a d'autres muscles au-dessus qui sont plus en capacité de magasiner la contrainte. Exactement. Et donc, du coup, oui, on va aller forcément amener une grosse attention sur le mollet si on parle de tendinopathie d'Achille pour essayer de le détendre. Parce que si on le détend, il va mettre moins de tension sur le tendon et donc on va mieux récupérer. Mais si on regarde au-dessus, on se dit ok, j'ai mon ischio. Si l'ischio il est tendu, il va faire que le mollet il va être tendu. Et pareil pour la voûte plantaire. Donc carrément ultra pertinent d'aller, je pense, travailler. Nous, ce qu'on appelle c'est des techniques qui sont adjuvantes. C'est-à-dire que c'est pas ce qui va faire qu'on va guérir. Mais pourtant, c'est primordial. Donc, carrément. C'est un catalyseur extrêmement puissant. Je fais une parenthèse qui me paraît importante. Le but de cette vidéo, c'était de confronter des idées, des concepts. Vous, en tant que
Nouvelle garde de la kinésithérapie, est-ce que vous êtes contre les Ah automassages? non, à fond. Vous êtes pour les Ouais, ouais, bien automassages? sûr. Puisqu'il y a eu un moment où c'était, très, décrié, on va dire, En par fait, certains. c'est pas magique. Ouais, Mais on est en bien fait, d'accord. il y a Il y a rien qui est rien de magique. magique, on est bien d'accord. Sinon, ce serait, Tout à fait. tout ce serait beaucoup trop simple. La compression qu'engendre le massage, qui est une contrainte mécanique, c'est ultra intéressant. Le muscle, il y répond très très bien. Mmh. Et tout le monde n'a pas le luxe d'avoir un masseur ou une masseuse chez soi. Donc, Mmh. les automassages, c'est génial. Et puis, ça coûte quasi rien. Du temps et un Ouais. peu d'énergie. Et encore, c'est pas si long que ça. Ouais, on est bien d'accord. Ouais, c'est pas si long que ça. C'est un peu désagréable. Vous êtes plus sur des automassages, on va dire, qui vont être faits avec des rouleaux, traditionnels, des outils traditionnels ou alors, tout ce qui est maintenant rouleau vibrant et cetera? Alors, j'ai jamais testé de rouleau vibrant, je t'avoue, OK. j'ai pas trop d'avis dessus. Moi, je suis un. Ouais, enfin pas de Non. digression. Je suis un partisan, moi, de la précision. OK. Donc, plus tu peux être sur les trigger points, si des trigger points tu retrouves sur Donc le des corps balles et tout ça? musculaire, Mmh. mieux c'est. Mmh. Donc, je vais préférer une balle, Mmh. mais après, il faut une grosse balle parfois pour certaines parties, plutôt qu'un rouleau. En vrai, un rouleau, c'est quand même très très bien. Et après, si tu as les cannes aussi, les sticks, c'est OK, bien, hein. d'accord. OK. Je pense que l'être humain aujourd'hui, il aime les gadgets. Oui. Et pour moi, tous ces Mm. trucs, les pistolets de massage et tout, c'est bien. Mais c'est juste que les gens, ils s'en servent n'importe comment en plus. Donc, alors qu'un rouleau de massage, tu vas difficilement pouvoir t'en servir n'importe comment. Ouais, Tu es c'est là en assez train simple. de te faire un truc avec ton pistolet. Je vais juste rajouter un point qui me paraît très, très important. C'est un truc qui revient régulièrement, sous mes vidéos où je parle d'automassage. On me demande quel est mon point de vue, donc je vais y répondre. Je trouve qu'il y a un intérêt sur les automassages vibrants. Par contre, parce que la vibration produit en fait, une production d'acide hyaluronique au sein Ok. des fascias et cetera qui peut être intéressante. Le problème, c'est le coût d'achat en fait de ces trucs, c'est leur durabilité dans le temps. C'est-à-dire que, selon les marques que vous achetez, ou la production, vous pouvez tomber sur un truc qui tombe en panne en quelques, Qualitatif ou pas, ouais. voilà. Et la troisième des choses qui me paraît très, très importante, c'est de ne pas pratiquer d'automassage vibrant autour de la région de la nuque et des cervicales. Parce que en tant que précurseur des automassages, j'ai eu énormément de gens qui ont eu des problèmes, soit au niveau des réflexes oculomoteurs, soit tout simplement carrément des gens qui ont fait des AVC Ah ouais. dans les heures suivant en fait le travail autour des automassages avec pistolet autour de la nuque. Vous savez, vous avez les trapèzes qui sont gonflés, vous passez le truc, et bizarrement, les gens font des AVC 2-3 heures après. C'est pas une personne, hein, j'en suis Oui. à au moins une centaine de gens qui m'ont témoigné ça sous des vidéos YouTube. C'est pour ça que, voilà, cette zone-là, si vous avez un rouleau ou un pistolet, ne l'utilisez pas là-dessus, parce qu'il y a des trucs que on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Il y a beaucoup d'artères, beaucoup de veines. Vous pouvez, si vous êtes un peu un sportif ou un individu avec un certain âge, avoir pas mal de plaques d'artériosclérose situées là. Et ces vibrations, peut-être en fait qu'elles décrochent ces plaques et que ça produit justement des trucs qui ne sont pas très bons pour votre santé. Ça, c'était la parenthèse. C'est un avis, je ne vous demande pas de l'objectiver. J'ai pas de J'ai retour j'ai là-dessus, appris donc quelque chose, je peux donc, pas te dire grand-chose. ouais. Moi, j'aurais plus pensé à l'oreille interne, tu vois. Le fait Aussi, de perturber un peu les canaux et tout. les cristaux et tout ça. Ok. carrément. On parlait donc de tendinopathie réactive. Donc, on a dit éviter pendant quelques jours de l'intensité, du volume Ouais, sur le tendon. c'est même quelques heures au final. Vraiment, la différence en fait entre la tendinopathie chronique et la tendinopathie réactive, elle est d'une part déjà structurelle. En fait, une tendinopathie réactive, le tendon, il a pas changé de morphologie. Et donc, on va pouvoir agir rapidement dessus parce qu'il n'y a pas de modification à aller De chercher. la structure, en Ouais, fait. de la structure, il n'y a pas de modification à aller chercher ou à aller récupérer avec la phase de rééducation ou de réhab. Alors qu'une tendinopathie chronique, eh ben, le tendon, il a été soumis à une inflammation pendant longtemps. Du coup, il a commencé à se désorganiser. Il faut voir ça comme des fibres, finalement, qui sont normalement alignées. Et là, ça se désorganise. Ça fait, vulgairement, on pourrait dire une pelote de laine emmêlée. C'est ça, hein. Et du coup, là, par contre, pour la rééducation, ça va prendre du temps parce qu'il va falloir essayer de récupérer une partie de cette structure tendineuse. Alors, il faut quand même être vigilant parce qu'on pourrait se dire, OK, le tendon, on sait aujourd'hui que ça va mettre 6 mois, 8 mois à commencer à avoir une modification structurelle. Donc, pour guérir d'une tendinite, il faut absolument que j'attende d'avoir un beau tendon tout neuf et tout. Sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des séquelles et que ça ne peut ne jamais revenir. Mais ce n'est pas forcément lié à la douleur sur le long terme. En tout cas, c'est là la principale différence, je pense, entre la tendinopathie réactionnelle
il n'y a pas du tout de modification structurelle, et la tendinopathie chronique, où on a clairement une modification structurelle qui a été faite. Donc c'est ça qui va changer aussi le protocole de prise en charge. Carrément. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que sur les tendinopathies chroniques, justement, on parle souvent de donut, l'image du donut. En gros, un donut, c'est un beignet dans lequel on a fait un trou, voilà, tout simplement. Et ben, une tendinopathie chronique, c'est un donut, c'est devenu un donut. Dans le tendon, il y a un trou. Il ne faut pas mentir aux gens, tu vois. On sait que le tendon est abîmé. Par contre, en fait, on ne va pas combler le gap, donc on ne va pas remplir le trou, mais on va essayer d'optimiser le reste du beignet. Ça veut dire que dans ton concept de donut, c'est pour bien préciser aux gens, ça veut dire qu'il y aurait, par exemple, le centre du donut qui serait la partie endommagée ouais, et un c'est peu ça. qui ne répondrait plus Exactement. aux tensions, etc. Mm. Et l'extérieur du Qui est sain. donut qui est saine. Ouais. Et donc, en gros, ce que nous, on voudrait faire, c'est parler à enfin, stimuler la partie Exactement. du donut qui est saine, Ouais. finalement, plus ou moins en ignorant la partie interne qui est un peu endommagée. Exactement, parce qu'on se rend compte qu'en fait, quand on fait les bons traitements sur des personnes qui présentent ces signes-là à l'imagerie, bah, au final, ils vont mieux, Mhm. ils n'ont plus de symptômes, ils récupèrent des niveaux de force assez satisfaisants. Au niveau fonctionnel, c'est OK, ils peuvent courir par exemple pour une tendinopathie d'Achille ou autre. Mais quand on refait une imagerie, bah, il y a toujours une petite séquelle sur le tendon. Et en fait, le trou, il n'a pas été comblé en soi. Ça dépend, je pense, vraiment de la durée après laquelle tu fais ton imagerie, parce que pour le coup, comme je me suis fait opérer des croisés, il m'avait pris un bout du tendon rotulien, donc la partie centrale. Et 10 ans plus tard, j'avais fait une imagerie comme ça pour voir, et juste au niveau du tendon rotulien avec une écho. Et en fait, le tendon s'était complètement refait. Alors peut-être que là, c'est différent parce que c'est une très grosse surface. Alors déjà, il y a ça, et puis on vient couper net dans un Oui, tendon c'est qui est vrai. sain. C'est vrai. C'est pas un tendon qui est abîmé. C'est volontaire, ouais, c'est vrai. Tu vois, qui est vieilli, entre guillemets. C'est un point qui est très important, il me semble. Je vous ai déjà parlé des dizaines de fois de collagène, de glycine, etc., en complément alimentaire. Mais là, vous allez comprendre en fait l'intérêt de tout ça. C'est que en fait, la structure de collagène d'un tendon qui est entre guillemets abîmé, donc la partie interne du donut, hein, par rapport à ce que disait Thomas, vous avez compris qu'il y a une partie externe du donut qui est saine, donc il y a une certaine structure de collagène, et vous avez la partie interne du donut, il n'y a pas un vide, mais il y a vraiment encore du tendon, C'est l'image. mais qui lui est entre guillemets abîmé ou vieilli, et la structure en fait de collagène à cet endroit-là, vous me coupez les gars si je me trompe, elle est différente, c'est-à-dire Désorganisé, quoi. elle est désorganisée, c'est-à-dire vos fibres de collagène, au lieu d'avoir une certaine structure comme on retrouve dans un tendon sain, en fait ces structures-là, elles vont être différentes. Vous allez avoir des fibres qui vont être un petit peu emmêlées dans différentes, elles se sont cicatrisées un petit peu n'importe comment, et c'est ce qui va donner une incapacité à la partie interne du tendon, à la partie malade du tendon, de pouvoir redonner, d'avoir les mêmes capacités que la partie saine. Et donc c'est là que ça va être intéressant, à la fois en termes de traitement, donc de parler à cette partie malade, c'est-à-dire d'essayer de lui donner de l'information, parce que l'entraînement, le travail que vous allez pouvoir faire en musculation, etc., va donner une information à vos tissus, c'est ce que Thomas appelait la mécanotransduction. Je donne une information et mon tissu, en fonction de l'information qu'il reçoit, que les cellules reçoivent, elles vont essayer de se réorganiser en fonction de l'information qui est véhiculée. Et par rapport à ça, en complément de ça, en complément de l'entraînement et de l'information que l'entraînement apporte, je vais pouvoir apporter des molécules, donc soit du collagène sous la forme de peptides de collagène, soit de la glycine sous la forme d'acides aminés, soit d'autres molécules dont on pourra parler un petit peu après, dans le but en fait d'aider à la réorganisation correcte en fait de ce tendon qui est un petit peu malade, ou dans le fait de nourrir la partie saine du tendon qu'il est encore. C'est bon ? Ouais, carrément, 100% d'accord là-dessus. Il y a pas de... ça fait quasiment consensus hein, aujourd'hui à ce sujet. Donc voilà, c'est assez simple en réalité. C'est des conseils qui sont vraiment faciles à appliquer. Il faut juste se mettre la détermination de le faire, quoi. Donc du coup, quand on parle de tendinopathie chronique, oui. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Déjà, est-ce que vous, en tant que kinésithérapeute du sport, est-ce que vous avez, par exemple, des protocoles qui fonctionnent sur le genou, mais qui ne fonctionnent pas sur le tendon d'Achille ? Est-ce qu'il y a des protocoles qui vont fonctionner pour tous les tendons ? Quelle est votre vision ? Pour moi, déjà, il faut quand même différencier le haut du corps du bas du corps, Ok. parce que de par la fonction qu'on va en avoir dans tous les jours. Une épaule, on va pouvoir mieux doser les contraintes de la vie quotidienne. Un genou, une tendinopathie d'Achille, bah, tu dois marcher, tu vas marcher, enfin, tu n'as pas le choix. Donc c'est là où ça va différer, je pense. Et pareil, en termes de contraintes,
un tendon d'Achille, quand tu descends les escaliers, il y aura toujours quand même une contrainte assez importante. Là où sur l'épaule, tu as mal à l'épaule, tu vas pas aller porter une haltère de 15 kg. Donc finalement, on peut économiser le haut du corps un peu plus qu'on peut économiser le bas du corps. C'est un peu plus facile sur Mmh. le haut du corps. Par contre, c'est plus en dents de scie en fait, la réaction au niveau des épaules par exemple, et même sur les tennis elbow à ce niveau-là. C'est un peu plus complexe des fois, et il y a beaucoup de diagnostics différentiels à faire aussi sur le haut du corps, parce que souvent on peut croire qu'on a une tendinite à l'épaule, et Le au final, biceps. ça peut être la coiffe de rotateur, ça peut être une séquelle d'instabilité, mais ça peut aussi être les cervicales qui irradient sur cette partie-là. Et bon, en réalité là-dessus, on ne peut pas s'improviser apprenti sorcier, il faut consulter un bon thérapeute. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, il ne faut pas se leurrer non plus. Donc, essayez de trouver un bon kiné, un bon médecin à côté de chez vous, et déjà, ce sera une bonne chose. Sinon, pour faire un espèce de résumé assez simple dans les guidelines de traitement des tendinopathies, il va falloir respecter la remise en charge et surtout, je parlais de la vitesse tout à l'heure, la remise en contrainte vis-à-vis de la vitesse. Donc, au début, pour faire très simple, on va commencer surtout par de l'isométrie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une charge qui est présente, mais qui est assez faible et qui est surtout très antalgique. Les contractions isométriques, c'est antalgique immédiat. Et en plus, il n'y a pas de déformation du tendon. Exactement. Donc antalgique, ça veut dire que lorsque vous faites, par exemple, vous avez une tendinite au niveau du biceps, vous commencez à faire un travail d'isométrie ici du biceps. Antalgique, ça veut dire que ce type de travail-là va limiter les douleurs que vous allez avoir après les séances. Donc ça ne va pas générer plus de douleurs, au contraire, ça va diminuer les douleurs et donc favoriser en fait la création d'un cercle vertueux. C'est ça, Thomas? C'est ça, 100% ça. Donc c'est quasi aussi efficace qu'un Doliprane, Ok. pour de vrai. Hein. Quand on regarde les études scientifiques là-dessus, c'est assez clair. Donc c'est un traitement qui est quand même super simple, et puis il n'y a pas les effets négatifs d'un médicament. Donc isométrie, très antalgique, et c'est intéressant pour commencer à améliorer un petit peu la fonction. Mais vu qu'on ne bouge pas quand on fait de l'isométrie, ça ne peut pas non plus être magique, donc ce n'est pas suffisant pour aller au bout du continuum de la rééducation. Une fois que tu as fait de l'isométrie, il va falloir commencer à charger, donc mettre de la charge externe, ça peut être des élastiques, ça peut être du poids. Nous, personnellement, ce qu'on préfère, c'est les charges, vraiment le poids, parce que c'est dosable. 1 kg, c'est 1 kg. Un élastique, si tu es à 10 cm, c'est pas exactement la même tension, donc c'est moins précis, entre guillemets. Mais un élastique, c'est plus pratique. Donc il faut aussi savoir s'adapter en fonction de complètement. tout simplement. Donc là-dessus, on va avoir des protocoles qu'on appelle HSR, si je dis pas de bêtises, Heavy Slow Resistance. Donc en gros, c'est lourd, heavy, en fonction des capacités de chacun, et la vitesse de contraction est lente. Pourquoi? Parce que comme on disait tout à l'heure, ce qu'on veut, c'est d'abord cibler le muscle avant de mettre trop de contraintes sur le tendon. Et le tendon, tant qu'on est lent, que les tempos sont lents, ça va. Il va s'adapter, donc il va commencer à se remodeler, etc. Mais on est quand même très peu dans le risque et vachement dans le bénéfice. Alors que si on augmentait directement la vitesse, bénéfice-risque, ce serait un peu chaud. Donc c'est plus facile de diminuer la vitesse d'exécution avec une charge plutôt lourde. Donc ce qu'on peut proposer généralement, c'est des séries entre 3 et 5 séries, ça va dépendre de chacun, de 8 répétitions avec une charge qui permettrait d'en faire 10-12 grand max. Donc tu n'es pas à l'échec, mais voilà, tu n'es pas non plus facile. Tu vois ce que je veux dire? Et en termes de tempo, tu me diras si je me trompe, mais généralement on tourne aux alentours de 5 à 6 secondes de temps de contraction, donc de temps sous tension, par répétition. Ok. Donc, en gros, 3 secondes d'excentrique, 3 secondes de concentrique, ça passe plutôt bien. Et là-dessus, on est sûr qu'on ne stresse pas trop le tendon. Mais si tu refais le calcul, 8 répétitions, 6 secondes par répétition, 8 x 6. 36. Oh, vous avez compris, bref. on n'est pas très fort en mathématiques. 48, les gars. Bref, ça fait quand même 48 secondes. Ouais. Au final, donc c'est une série qui commence à être longue et des fois ça peut taper au niveau cardio. Mais ça va être vraiment notre deuxième étape du protocole. Donc d'abord isométrie, je répète, ensuite heavy slow résistance. Et une fois qu'on a atteint des charges intéressantes sur ce protocole HSR, qui va durer entre 4 et 8 semaines, hein, ça va vraiment dépendre de... Je pense que ça dépend du type de tendinite dont on souffre, Ouais. et ça dépend de la localisation aussi. Et ça dépend de la personne et de la durée. Si ça fait 3 ans que tu as mal, c'est un peu plus Je long. pense que ça peut aller jusqu'à 3 mois en vrai sur ce Ouais. type de protocole, Ouais. jusqu'à 12 semaines. Mais Vraiment. en dessous de 4 semaines, tu n'as pas vraiment. Oui, voilà, de c'est résultat. ça. Voilà, faut pas non plus mentir. Et une fois qu'on a fait ça, petit à petit, on va commencer à diminuer le tempo, donc augmenter la vitesse d'exécution, que ce soit plus rapide. Et là, le risque, en fait, pendant cette phase-là, c'est que théoriquement, tu n'as plus de douleur normalement à ce moment-là. Et tu peux te dire, c'est bon, je suis guéri. Je reprends. Donc oui, tu es guéri pour les activités de la vie quotidienne. Oui, tu peux peut-être reprendre le travail technique, mais le travail, enfin la compétition et l'intensité
on ne va pas pouvoir le reprendre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait toute la phase de vitesse. Et ça, c'est une phase qui va être vraiment primordiale avec une quantification en termes de pliométrie pour pouvoir aller plus loin. C'est ça. Donc à partir de là, travail de pliométrie en conservant le travail de force qu'on a fait avant. Donc il ne faut pas l'oublier, tout ce protocole HSR. Il faut garder un travail de renforcement, un dominant de force plutôt, associé à un travail de pliométrie. Donc la pliométrie, c'est la capacité à réagir très vite, donc à produire beaucoup de force en un temps très court, vraiment capacité à accélérer et à rebondir. Pour faire très simple, c'est le ressort, quoi. Et donc ça, par exemple, est-ce que vous combineriez ça à l'intérieur d'une même séance, par exemple? Ça peut, ouais. Ouais, Plio et plio et HSR? ça va vraiment dépendre de la phase. Peut-être au début, quand on est en train de faire la transition, j'aurais plutôt tendance à faire une seule séance HSR de plio, plio. pardon, parce que je veux voir comment il va réagir. Bien sûr. mon Faut tester de patient. toute façon. Ouais. Et, Donc on ne veut et pas aller trop vite, voilà, c'est remettre ça. en contrainte trop Exactement. rapidement. Mais potentiellement, à la fin, il faut qu'il soit capable de faire peut-être d'abord la force pour être en pré-fatigue et après la plio sans douleur. Ça pourrait être la phase terminale. Donc, si je récapitule, dans un premier temps, on remet en tension avec de l'isométrie pour reprendre confiance en soi, parce que l'isométrie a une action antidouleur qui va me permettre de reprendre confiance dans mes possibilités de remettre de la tension sur le tendon. Donc ça, je vais le faire pendant combien de temps? 3 semaines, un mois? Ça va dépendre. Je trouve qu'un mois, c'est un peu long. Généralement, les résultats, D'accord. ils sont plutôt Très rapide. rapides. Ouais. Ok. Donc en vrai, 2 semaines. ouais. 15 2 jours. semaines. Ok. Ouais, vraiment, ce qu'on va vouloir mettre, c'est remettre du mouvement parce qu'on l'a dit, le tendon il réagit à la tension. Donc, Et je rajoute un truc, c'est là où nos expériences sont quand même intéressantes. Il faut le dire, l'isométrie, c'est chiant. Tu fais que ça, bon, t'en Ouais. as vite marre, quoi. Donc il faut aussi se rendre compte que les gens, ils ont envie de bouger, Mm. ils ont envie de faire quelque chose de plaisant, juste de l'isométrie. Ça reste assez pénible. Donc 2 semaines, déjà, si vous tenez 2 semaines, c'est bien. À raison de quoi sur un tendon qui serait blessé, ça serait quoi? Tu peux y aller tous les jours. Ça pourrait être tous les jours, Ouais. ok? Tu peux y D'accord. aller tous les jours. Et en soi, ce qui est bien, c'est qu'au final, sur ta séance, tu as eu entre 1 et 3 minutes de temps de tension isométrique. Donc, mettons par exemple, je fais une tension de 10 secondes. Ouais, Et ben toi, tu considères qu'il faudrait que au moins 10 fois. 10 fois. D'accord. Minimum, ouais. Pas de problème. Minimum 10 fois. Je sais pas ce que tu fais Ouais, toi, ouais, mais non, c'est exactement la là-dessus. même chose. Ouais, tout à fait. je rajoute aussi un truc sur l'isométrie. On a dit que ça diminuait la douleur, mais le fait de diminuer la douleur, on a des mécanismes réflexes centraux, fait aussi que bah, tu vas produire plus de force Mhm. parce que tu as moins mal. Et du coup, ta fonction va être améliorée. Donc la fonction, c'est quoi? C'est juste d'aller marcher. Tu auras moins mal quand tu marches. Tu seras capable de marcher plus longtemps, etc. Donc tu etc. recrées ce cercle vertueux. Exactement. Mm. Donc c'est vraiment le bon outil. Numéro 1, isométrie. Mm. Et dernière petite parenthèse sur l'iso, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de cette phase d'isométrie. Ok. Parce qu'en fait, ils ne sont pas très irritables. Et du coup, ils peuvent directement passer à l'étape 2. Par contre, c'est très rare les personnes qui peuvent passer directement à l'étape 3. Mm. Là, on est clair. L'étape 2, elle est quasi obligatoire. Donc bien important sur la phase de pliométrie d'être extrêmement progressif, de ne pas réintroduire de la pliométrie de façon trop rapide. Pour une raison simple, hein, c'est de ne pas remettre une contrainte trop rapidement sur un tendon qui est encore en phase de réadaptation. Hein, Thomas nous l'a rappelé, ou c'était Simon, je ne sais plus. Ce n'est pas parce que vous avez plus mal que votre tendon, en fait, il est réparé. Donc ça, c'est la phase la plus perturbante pour beaucoup de sportifs. J'ai plus mal, c'est bon, je peux reprendre. Et non, il faut encore attendre, il faut être encore progressif. Et donc cette pliométrie, il faut vraiment la reprogrammer de façon très 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 graduelle, justement pour ne pas à nouveau reléser le tendon que vous avez mis déjà plusieurs semaines à tenter de guérir. Maintenant, je voudrais qu'on parle de tout ce qui est environnement en fait de la tendinopathie. Donc là, on a parlé de l'entraînement, de la réadaptation. J'ai un exemple très intéressant là-dessus. J'en parle tout le temps en formation. Je dis au kiné, imaginez que vous avez un patient qui arrive, il a une tendinopathie d'Achille. Vous l'examinez, vous voyez qu'il a perdu un petit peu en masse musculaire au niveau du mollet. Son tendon d'Achille est douloureux quand vous le palpez. Qu'est-ce que vous faites? Ils me disent tous, je vais faire le renfo, etc. Et après, je leur dis, ok, on va élargir un petit peu le spectre. On se rend compte que cette personne, elle est inactive, pas d'activité physique. Elle est en surpoids. Elle a une alimentation qui est pas bonne. C'est de sa faute, c'est pas de sa faute, peu importe, là n'est pas la question, mais elle s'alimente mal. Et en plus, il y a des facteurs génétiques qui sont associés avec un environnement familial où il y a beaucoup de gens qui sont douloureux chroniques. Je leur dis, est-ce que vous pensez vraiment que juste le renforcement que vous allez faire, ça va être efficace? Au final, si on dézoome, on se dit que non, parce que tu as beau faire ton renfo, ta plio, tout ça, tu fais ce que tu veux, mais si tu n'as pas les nutriments à côté qui te permettent de reconstruire le tissu et d'avoir un corps qui sécrète bien les hormones, etc., qui au final, c'est elles qui sont antidouleurs,
c'est comme si tu faisais rien. Tu vas avoir des petits résultats, mais ce ne sera pas optimisé. Mmh. Donc évidemment, tout ce qui est à côté, c'est super important, Donc on pourrait parler de l'importance d'un sommeil de qualité. évidemment. Donc si vous vous êtes blessé de façon chronique, il va falloir tenter d'optimiser le facteur de récupération passive qui est le sommeil. Parce que durant le sommeil, il y a énormément de choses qui sont... le but du sommeil, c'est d'optimiser la récupération, la reconstruction du corps. Donc si vous hypothéquez votre sommeil, vous hypothéquez en fait votre récupération. L'autre point très important, du coup, c'est si vous avez une alimentation qui va être pro-inflammatoire, c'est-à-dire que l'ensemble des aliments que vous consommez dans les quantités où vous les consommez vont générer en fait de l'inflammation, ben vous comprenez bien que si d'un côté vous avez une pathologie inflammatoire comme les tendinopathies, etc., et qu'en parallèle vous avez une alimentation qui est pro-inflammatoire, il y a un conflit en fait. Donc l'idée va être effectivement d'essayer d'optimiser votre alimentation en changeant un certain nombre de paramètres. J'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne sur des concepts d'alimentation anti-inflammatoire, donc je vous recommande vivement de la regarder. Donc finalement, le dernier point sur lequel on va pouvoir jouer, c'est peut-être l'apport direct de matières premières comme des acides aminés, comme des peptides de collagène, etc. Est-ce que vous pouvez me parler de ça? Parce qu'on pourra toujours dire que je suis biaisé parce que c'est moi qui ai fondé NutriPure, mais vous, en tant que kiné du sport, qu'est-ce que vous recommanderiez? Et ben, il s'avère que nous aussi, quand on met en avant certains compléments alimentaires, il y a pas mal de kinés qui nous disent qu'on est biaisé parce qu'on est en partenariat avec vous. Mais je pense que quand la littérature scientifique a montré à maintes et maintes reprises qu'un complément alimentaire était efficace, bah, je vois pas pourquoi on serait biaisé en fait. Donc tout simplement, il y a des choses qui fonctionnent selon la littérature scientifique. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne sur tout le monde. Il faut essayer. Mais aujourd'hui, pour moi, vraiment le plus important, si on parle vraiment de tendinopathie, ça va être le collagène. Mhm. Le collagène, pour moi, c'est archi efficace. Il n'y a plus rien à prouver là-dessus. Il y a des méta-analyses, il y a tout ce qu'on veut. C'est très intéressant. Mhm. Ça ne veut pas dire que juste prendre du collagène sans faire le taf à côté, ça va améliorer les choses. Souvenez-vous que je vous ai toujours dit que les compléments ne sont que des compléments. Ça veut dire Ça a le qu'ils nom. vont intervenir que dans une proportion de 3 à 10% selon votre contexte, Ce qui est déjà énorme. ce qui est déjà énorme. Donc effectivement, en fonction de votre alimentation, de votre sommeil, de la qualité de votre entraînement ou de votre réadaptation, ils vont rentrer en fait dans une logique globale. C'est pas parce que vous faites n'importe quoi à l'entraînement, vous mangez McDo et pizza matin, midi et soir et que vous prenez du collagène que vous allez pouvoir guérir entre guillemets de vos pathologies. C'est parce que vous avez mis ensemble un ensemble de paramètres qui optimisent votre récupération, votre régénération, que vous allez pouvoir guérir. Et les compléments ne sont que des compléments. Évidemment. Donc collagène, après je te dirais curcumine pour son action anti-inflammatoire, antidouleur, mais ça va dépendre des contextes, parce que vu que parfois il n'y a pas d'inflammation comme on a dit au début, Ouais. bah, ce ne sera pas forcément utile. Finalement, Thomas, est-ce qu'on peut dire que l'active curcumine de chez NutriPure, elle peut être intéressante dans une tendinopathie réactive? Parce que Oui. dans les premiers jours, Ouais. il y a des marqueurs Carrément, inflammatoires. c'est ça. Et donc là, ça va vraiment être utile Ouais. de moduler cette inflammation. OK. Et finalement, elle ne va pas être tant utile que ça sur Une des tendinopathie tendinopathies chroniques. non. Bon, après, elle a d'autres intérêts, Ouais. mais sur une tendinopathie chronique, ce ne sera pas le truc à favoriser en numéro 1. Et après, moi, je vais aller un tout petit peu plus loin. Je pense que le magnésium va être très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va optimiser ta récupération et ton sommeil, et ça va calmer l'excitation du système nerveux sympathique, etc. Donc, j'irai sur du magnésium et même encore plus loin sur des oméga 3 pour l'inflammation globale, là qui est plus systémique, qui n'est pas une inflammation localisée. Et pour moi, le top 3 là-dessus, ça va être magnésium, oméga 3, collagène. Ok. Je rajoute juste une chose, parce que c'est pas parce que dans une tendinopathie chronique, vous n'avez pas forcément d'inflammation, on va dire au sens propre du tendon qui s'est chronicisé, que le rôle du contrôle de l'inflammation chronique dans l'ensemble du corps ne va pas être intéressante via l'alimentation anti-inflammatoire, via les oméga 3, via l'active curcumine. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez trop d'inflammation en fait dans votre organisme, vous allez perturber par exemple les sécrétions hormonales, vous allez perturber un certain nombre de mécanismes globaux de régénération du corps qui peuvent entraîner justement une incapacité à fabriquer un collagène de bonne qualité, etc., etc. Donc il y a
la vision micro, c'est-à-dire qu'est-ce que certains compléments peuvent faire à un instant T pendant un certain temps au niveau local, et il y a la version macro, ce que certains compléments vont faire au niveau du système global. Voilà, ça, très très important de le garder en tête. Carrément. Est-ce qu'on a oublié des choses, messieurs? Pour moi, on est bon. Hein. On a- Là-dessus, on a fait un bon dégrossi. Hein. En réalité, c'est du travail pour se sortir d'une tendinopathie. Il Mm. n'y a pas de recette miracle. Par contre, on sait que tout ce qu'on a dit là aujourd'hui, ça fonctionne. Ok, Il faut juste être capable de le mettre en place. Et pour être capable de le mettre en place, il faut se mettre au taf. Hein. ok. Un principe que j'essaie de pousser depuis des années, qui est peu audible chez des jeunes sportifs et qui devient beaucoup plus logique chez des sportifs vieillissants ou plus âgés, c'est le principe d'entraînement raisonné. C'est-à-dire c'est plus facile finalement d'éviter la tendinopathie et de s'en sortir, donc en essayant d'avoir un entraînement qui est raisonné, qui est réfléchi, sur lesquels dès que je commence à avoir des petites douleurs, je vais limiter en fait des volumes, je vais prendre un petit peu de récupération active, plutôt que de vouloir finalement ne pas trop écouter mon corps et devoir finalement me réadapter, etc. Je comprends que quand on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, on n'a pas trop envie d'entendre ça, parce qu'on a justement toutes nos hormones anabolisantes qui poussent à relever plein de défis. Mais vous verrez que ce genre de discours deviendra beaucoup plus rationnel quand vous aurez mon âge. Ça fait un peu vieux con, mais c'est comme ça. C'est entendable. C'est entendable en tout cas. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Training Therapy? Sur YouTube, Ouais. évidemment, sur tous les réseaux sociaux, mais sur YouTube, on peut délivrer du contenu vraiment plus long, donc plus qualitatif. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube. Donc, ils ont des comptes Instagram, des comptes YouTube. Instagram pour des versions courtes avec des tips courts quasiment quotidiennement et des vidéos avec des formats plus longs. Vous pouvez suivre justement leurs aventures sur leur triathlon. Je ne sais pas quand la vidéo Ouais, sortira. je pense que on l'aura peut-être déjà fait. J'espère Bon, qu'on l'aura fait à ce moment-là. j'espère qu'ils l'auront fini Et surtout. qu'on aura mal nulle part. Et qu'ils vous auront mal nulle part. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez aller plus loin, on vous mettra le lien juste en dessous pour les chaînes et les sites de Training Therapy. Et voilà, si vous voulez aller plus loin sur les compléments NutriPure, pareil, vous retrouverez le lien juste en dessous. Prenez bien soin de vous et à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Salut!